On va se plonger aujourd'hui dans l'histoire de César Birotteau, un personnage incroyable imaginé par Honoré de Balzac. C'est vraiment le récit intemporel, vous savez, de l'ascension fulgurante et puis de la chute tout aussi brutale d'un commerçant parisien. C'est une histoire qui nous en dit long sur l'ambition, le succès et surtout sur le prix de l'honneur. Pour bien comprendre le personnage, écoutez bien ça, c'est César lui-même qui parle. Cette phrase, elle est remplie de fierté, hein. Ça capture parfaitement son état d'esprit au sommet de sa gloire. C'est la confiance d'un homme qui pense que rien ne peut l'arrêter. Mais attention, c'est aussi là, dans cet orgueil, qu'on voit déjà se dessiner la tragédie à venir. Alors, premier acte de cette histoire, la grandeur. On va commencer par découvrir César Birotteau au top du top, vraiment au sommet de sa réussite. Alors imaginez la scène, on est en 1819 et César, il a tout pour lui. Ce n'est pas juste un parfumeur qui a réussi avec ses inventions comme la pâte des sultanes, non, c'est bien plus que ça. C'est une figure publique, quelqu'un de respecté. Il est adjoint au maire de Paris, il a la Légion d'honneur, bref, c'est vraiment l'incarnation du rêve parisien de l'époque. Le gars qui a réussi à la force du poignet et surtout avec une honnêteté à toute épreuve. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, au cœur de toute cette réussite, il y a un conflit. Un conflit qui se joue à la maison, entre lui et sa femme, Constance. C'est vraiment le choc de deux mondes. D'un côté, on a César, le rêveur audacieux qui veut toujours plus, la politique, la gloire. Et de l'autre, Constance, bien plus terre-à-terre. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est la sécurité, la tranquillité. Et c'est cette tension-là, entre ces deux visions, qui va être le moteur de tout le drame. Et voilà, on y arrive. C'est le moment où tout va basculer. Parce que son succès, ça ne lui suffit pas. Poussé par son ambition dévorante, César va prendre deux décisions fatales qui vont complètement sceller son destin. Ce qui est fou, c'est que la chute ne vient pas d'une seule erreur, mais de deux paris complètement dingues, lancés en même temps. D'un côté, il y a ce grand bal, une fête, mais extravagante, pour montrer à tout Paris qu'il est arrivé. Et de l'autre, il se lance dans une spéculation foncière hyper risquée. Forcément, ses finances, elles sont étirées à l'extrême, au point de rupture. Les grandeurs seraient à perte. Waouh! C'est presque une prophétie ce que lui dit sa femme. Elle a tout vu venir. Elle sent que cette ambition sans limite de son mari, ça va les mener droit dans le mur. C'est vraiment l'avertissement ultime. Et il le prend contre l'avis de la seule personne qui finalement a les pieds sur terre. Mais bien sûr, César n'écoute rien. Pourquoi ? Parce qu'il pense avoir une arme secrète, son plan B infaillible pour tout financer. C'est quoi ce plan ? Une nouvelle invention. L'huile comagène. Une lotion pour faire repousser les cheveux. Il est persuadé que c'est le produit du siècle, que ça va lui rapporter une fortune. Pour lui, c'est une affaire qui roule. C'est la garantie de son succès. Bon, on passe maintenant au deuxième acte, la décadence. Et là, accrochez-vous. Parce que le monde que César a mis tant de temps à construire va s'effondrer, et à une vitesse absolument foudroyante. Regardez-moi cette chronologie. C'est hallucinant la vitesse à laquelle tout s'écroule. Le 17 décembre, c'est le grand bal, le triomphe. Tout Paris est là. Le 18, dès le lendemain matin, bim, les entrepreneurs veulent être payés cash. Le 19, c'est le coup de grâce. Il apprend que son notaire, l'homme en qui il avait toute confiance, s'est barré avec tout son argent. Et le 20, c'est fini. Il ne peut plus rien payer. En 3 jours, le château de cartes s'est effondré. Et les conséquences, elles sont terribles. Il est trahi, il est en faillite. Son nom est traîné dans la boue publiquement. Et il faut bien comprendre que pour un homme comme lui, pour qui l'honneur était absolument tout, cette humiliation publique, c'est bien pire que de perdre son argent. Et la dette, elle est juste colossale pour l'époque. 440 000 francs. Ce chiffre, il donne le vertige. Ça montre vraiment la profondeur du gouffre financier dans lequel il est tombé. Voilà, on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. Mais pas du tout. Pour César, la faillite, ce n'est pas la fin. C'est au contraire le début d'une nouvelle quête. Une quête longue et douloureuse. Pas pour redevenir riche, non, mais pour laver son honneur. Et sa pénitence, elle commence de la façon la plus brutale qui soit. Imaginez, il perd absolument tout. Sa maison, sa célèbre parfumerie, la Reine des Roses, son statut social, tout disparaît. L'homme qui était au sommet de Paris, il redevient un moins que rien, un anonyme. Alors commence une toute nouvelle vie, une vie de labeur, d'humilité. César, l'ancien notable, accepte un petit poste d'employé. Sa femme, sa fille, tout le monde se met au travail. Fini le confort, fini les plaisirs. Chaque centime qu'il gagne est mis de côté. Ils n'ont qu'une seule et unique obsession, rembourser chaque personne à qui ils doivent de l'argent. Et ça va durer 3 ans. 3 longues années de travail acharné, de privation extrême. Et au bout de ces 3 ans, ils réussissent l'impossible. Ils y arrivent. Ils remboursent absolument tout, jusqu'au dernier centime, à chaque créancier.
On arrive maintenant à la fin de l'histoire. Une conclusion douce amère. Un triomphe, mais un triomphe qui va lui coûter très très cher. Et là, c'est le moment de la consécration publique. Au tribunal, c'est l'avocat général en personne qui prend la parole. La justice ne lui rend pas son honneur, parce qu'en fait, il ne l'a jamais perdu, mais elle lui redonne officiellement ses droits de citoyen. C'est énorme. Son honnêteté, sa probité est enfin reconnue aux yeux de tous. Alors pour fêter ça, sa famille organise une petite fête. Et le symbole est magnifique. Ça se passe dans son ancien appartement. C'est un moment de joie incroyable. Le triomphe total après toutes ces années de souffrance, d'humiliation. Il est de retour chez lui. Son nom est lavé. C'est la victoire. Mais ce bonheur est trop fort, l'émotion est trop intense. Son corps, qui a été usé, épuisé par des années de stress et de privation, ne peut pas le supporter. En plein milieu de son triomphe, au sommet de sa joie, son cœur lâche. Ces derniers mots, ils sont tout simples, presque banals, mais tellement poignants. Il s'effondre et il meurt là, dans les bras de sa femme, au moment précis où il a enfin retrouvé ce qui comptait le plus pour lui. Il meurt en quelque sorte en martyr de l'honnêteté. Et c'est ça finalement la grande question que Balzac nous laisse. L'histoire de César, elle nous force à nous interroger. Est-ce que la quête de l'honneur, même si c'est une quête noble, peut justifier le sacrifice d'une vie? Est-ce qu'une bonne réputation vaut plus que la vie elle-même? C'est une question qui, même aujourd'hui, reste incroyablement puissante.